Je vais enchaîner pour cette heure de présentation qui consiste en fait à tenter de faire un résumé de ce qu'on vous a apporté depuis hier, les nouvelles conditions fiscales qui sont applicables à la gestion du patrimoine. Et je poursuivrai également sur le raisonnement sur quelques modifications qui vont être nécessaires dans le cadre des SEL, sociétés holding, qui ont pu être mises en œuvre jusqu'à maintenant et qui font suite à des consultations que nous avons eu l'occasion de faire auprès du professeur Ovas. Donc voilà le contenu de mon intervention. Il y a des points sur lesquels je passerai plus ou moins rapidement puisqu'ils ont déjà été détaillés hier. Et je prendrai le temps surtout de m'arrêter sur les dernières, les deux derniers points principalement. Hop. Donc, année blanche. Monsieur Rosenfeld hier de FIDroit est intervenu pour vous expliquer que finalement cette année blanche n'était pas réellement une année blanche au sens propre du terme. Certains revenus seront blancs, oui, dans le sens où ils seront non imposés en 2018, mais certains revenus autres qui sont qualifiés d'exceptionnels, eux, seront malgré tout imposés, seront soumis à imposition et taxés non pas au taux marginal, mais au taux moyen d'imposition. Pour tenter de faire un résumé, surtout une synthèse de ce qui a été dit et en tirer des conclusions, on se rend compte que pour les travailleurs non salariés, tels que vous êtes à peu près tous ici dans la salle, il va falloir prendre en 2018 une rémunération au moins équivalente à la rémunération la plus élevée des années 2015, 2016, 2017, puisque c'est la référence qui va être prise pour savoir jusqu'à quelle hauteur ces revenus sont qualifiés de courants et seront donc non imposés en 2018. On va regarder en fait la plus haute rémunération de gérance en 2015 ou en 2016 ou en 2017. On parle bien de la plus haute. Et ça veut dire qu'en 2018, on pourra prendre cette même rémunération de gérance. Elle ne générera pas d'impôt sur le revenu puisqu'elle sera exonérée d'impôt. Pas tout à fait exonérée, mais en fait, elle bénéficiera du crédit d'impôt qui viendra annuler cette rémunération. Il y a aussi d'autres points à prendre en considération, parce que quand on est notamment à l'impôt sur les sociétés, la rémunération de gérance vient en diminution du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. Donc il n'y a pas ce seul niveau d'impôt sur le revenu qu'il faut prendre en considération, mais il faut également regarder derrière, d'une part, l'impôt sur les sociétés qui sera éventuellement économisé, et aussi les cotisations sociales par contre qui seront dues, parce qu'elles ne seront pas blanches, et donc les cotisations sociales qui seront à payer sur la base de la rémunération qui aura été prise en 2018. En cas de besoin plus important, c'est-à-dire que si réellement on a une année un peu exceptionnelle où on a besoin de prendre plus de revenus, donc on peut dépasser le plus haut de 2015, 2016, 2017. Là, il y aura un premier point, c'est qu'on aura une taxation du coût qui se fera au taux moyen et non pas au taux marginal. Taux marginal, vous le savez, hein, ça va de 0 à 45%. Taux moyen, c'est la moyenne de l'impôt par rapport aux revenus imposables. Donc je dirais que c'est extrêmement complexe et c'est vraiment au cas par cas qu'on va pouvoir calculer pour chacun d'entre vous quelle est la meilleure situation en fonction de vos besoins actuels, des prélèvements passés, de vos besoins éventuels futurs. Donc il n'y a pas de réponse définitive qui soit applicable à l'ensemble des contribuables. Autre point important, puisque certains sont concernés, en cas de changement de mode d'exercice courant 2018, par exemple un passage en CELARL, alors c'est encore sujet à discussion et il peut y avoir des précisions plus tard qui vont être apportées par l'administration fiscale, mais on est dans le cas où on a en cours d'année un bénéfice non commercial. On passe en CEL au mois de mars, je sais plus, 5, 10 mars, 15 mars ou le 25 mars. On déclare du coup un BNC au titre de ce passage, au titre de la rémunération qu'on aura eue entre le 1er janvier et le mois de mars. Et ensuite on est en CELARL et à ce moment-là on a une rémunération de gérance sur sa CELARL. Qu'est-ce qu'on va comparer et comment ça va être calculé? En fait, on va regarder, d'après les textes, d'après ce que l'on en sait, le total des revenus qui auront été encaissés en 2018, BNC plus rémunération de gérance, au total des revenus, cette fois-ci uniquement rémunération de gérance, encaissés en 2019. Si le total des revenus encaissés en 2019 est au moins équivalent au total de 2018, tout 2018 sera exonéré d'impôt. À l'inverse, si on a plus en 2018 qu'en 2019, l'excédent sera soumis à imposition, là encore au taux moyen. Mais là aussi, du coup, il va falloir faire plusieurs calculs parce que va rentrer en ligne de compte toujours la même chose, l'impôt sur les sociétés et
les cotisations sociales, donc en fonction de son taux d'impôt sur les sociétés, selon qu'on l'on soit à la tranche d'IS à 15 ou la tranche d'IS à 28%, la réponse ne sera pas la même. Et également au niveau des cotisations sociales, selon que l'on soit dans les tranches les plus élevées à 40, 45 ou 50%, si on est en secteur 2 par exemple, ou que l'on soit dans les tranches les plus basses, la réponse ne sera pas la même non plus. Donc il va vraiment falloir faire le calcul au cas par cas. Et pour complexifier, j'ajouterais que on pourrait aussi éventuellement décider de prendre des dividendes ou non, qui viendraient en alternative de la rémunération de gérance. Donc là, quand on additionne tout ça, ça fait un vrai sac de nœuds, et pour s'en sortir, en fait, il faut sortir la calculatrice et regarder au cas par cas quelle est la meilleure situation, et j'ai pas de réponse claire, nette et précise à donner comme ça pour tout le monde. Mais après, je l'aurai pour chacun. Je passe rapidement sur ces premiers points, encore une fois, parce qu'ils ont déjà été abordés hier. On l'a vu avec Olivier Rosenfeld, il y a des interrogations concernant les versements Madelin retraite. Il peut y en avoir également concernant les PERP. Je préciserai que, toutefois, si vous avez suivi attentivement nos recommandations, finalement, les versements Madelin ou PERP, on n'en fait pas ou très peu. Pour toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, exercent en SEL, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, il faut réduire les versements Madelin. Les versements PERP n'ont aucun intérêt, mais il faut réduire les versements Madelin. Il est beaucoup plus intelligent et intéressant de capitaliser au sein de sa SEL plutôt que de sortir des sommes qui seront soumises à cotisation sociale et de les bloquer pendant une durée très très longue jusqu'à la retraite et d'avoir ensuite une sortie en rente viagère uniquement à la retraite fiscalisée. Exactement. Donc il est bien plus préférable de capitaliser au sein de sa SEL, de sa société holding, plutôt que de verser sur le Madelin retraite et encore moins sur les versements PERP. Donc les interrogations qu'on peut avoir par rapport à ça, finalement, elles n'en sont pas réellement, parce que si on suit scrupuleusement les recommandations, on est très peu impacté par ces conséquences-là. Sur les biens locatifs, là aussi, on a vu hier, il peut y avoir des interrogations. Est-ce qu'il faut faire des travaux sur les biens immobiliers mis en location en 2018? Est-ce qu'il faut les faire en 2019 ou non? Là encore, par principe, en théorie, peu d'entre vous encaisser des revenus fonciers soumis à l'impôt sur le revenu, puisqu'on est tous dans le cadre des sociétés holding, et donc ce problème-là ne se pose pas. Et donc la perte de déduction fiscale liée aux travaux éventuellement qui auraient été faits en 2018, parce que simplement 50% seraient imputés en 2018 et 50% en 2019, il ne va pas beaucoup nous concerner, parce qu'en réalité, on sera dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. Par contre, ça veut dire aussi que quelqu'un qui encaisse aujourd'hui des revenus fonciers en 2018 n'a pas forcément intérêt à les soumettre à l'impôt sur les sociétés en 2018, puisque ces revenus fonciers en 2018, s'ils restent à l'impôt sur le revenu, seront exonérés d'impôt sur le revenu, parce que ce sont des revenus courants. Alors que si on les fait rentrer dans l'impôt sur les sociétés, on va le voir après, ça peut être un calcul intéressant, mais pas pour 2018, parce que là, on va déclencher de l'impôt sur les sociétés qui ne sera pas exonéré en 2018. N'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite, si c'est pas suffisamment clair. Mais donc les revenus fonciers que l'on encaisserait encore aujourd'hui en 2018, parce qu'on avait des biens immobiliers locatifs à titre personnel, il faut peut-être les garder encore en 2018 à l'impôt sur le revenu et les soumettre à l'impôt sur les sociétés uniquement à partir de 2019. Oui, d'après ce qu'il expliquait. Ouais, alors voilà. Est-ce que l'administration fiscale ira voir dans le détail, mais en cas de contrôle, oui, ça peut être considéré comme exceptionnel et soumis à imposition. Autre point, vous l'avez peut-être entendu, il y a eu une modification de la fiscalité de l'assurance vie avec l'instauration de la flat tax par rapport à l'assurance vie en ce qui concerne l'imposition sur les retraits effectués sur les contrats d'assurance vie. Donc, est-ce qu'il est toujours intéressant de verser sur des contrats d'assurance vie? La réponse, en fait, déjà en amont, il faut aussi rappeler que, toujours la même chose, ceux d'entre vous qui avaient mis en place une société d'exercice libéral ou une SARL, sortir de l'argent de sa société, donc prendre des revenus de sa société pour investir en contrat d'assurance vie, ça ne présente aucun intérêt. Concrètement, payer 50 ou 60% d'imposition et de cotisation sociale pour aller placer de l'argent en assurance vie, c'est une erreur, puisque l'avantage de l'assurance vie, ça va être d'avoir des avantages successoraux, une exonération de droits de succession dans certaines limites, plafonnée à 152 500 € par bénéficiaire. Si on n'est pas en assurance vie, on peut avoir une taxation moyenne à 20% au niveau des droits de succession. Donc il faut qu'on m'explique quel est l'intérêt de payer 50 à 60% de prélèvements fiscaux et sociaux pour avoir une exonération de 20% au titre des droits de succession. Au global, je reste perdant. Donc il vaut mieux laisser son argent au sein de la société holding,
le capitaliser, ne pas le sortir, je vais économiser les 50 à 60% au passage, et même si mes héritiers payent 20% de droits de succession à la fin, il restera toujours plus dans leur poche que si j'avais sorti l'argent pour le mettre en assurance vie. Donc ça, c'est le premier rappel qui est quand même important. J'ajouterais également qu'au niveau de la société holding, on va le voir un peu après, on a des solutions pour payer beaucoup moins de droits de succession, pour que les héritiers aient beaucoup moins de droits de succession à payer que ce taux justement de 20%. On va pouvoir organiser la succession, organiser la transmission et faire en sorte que cette pression fiscale soit quasi nulle. Et donc en laissant les sommes dans la société holding, d'une part, ça évite de payer les 50 à 60% de prélèvements fiscaux et sociaux. Ça permet de bénéficier d'un cadre fiscal plus avantageux pour la capitalisation de ses intérêts et également, à terme, d'éviter de payer des droits de succession à 20%. La tranche de 20% sur les droits de succession, c'est entre 15 000 et 500 000 euros par bénéficiaire. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a 2 enfants avec un couple marié, on peut transmettre plus de 2 millions d'euros qui sont taxés, à peu près 2 millions d'euros qui sont taxés à 20%. Donc c'est la tranche qui concerne la quasi-totalité des successions. Donc payer 20% de droits de succession sur des sommes qui ont évité de payer 50 à 60, c'est pas si dramatique que ça, bien au contraire. Donc ça, c'est le premier rappel. Maintenant, l'assurance vie peut malgré tout être intéressante pour des sommes que l'on aurait dont on aurait hérité en cours de route, qui ne seraient pas issues de revenus finalement, des biens immobiliers que l'on détient à titre personnel, que l'on va revendre et qui restent dans le patrimoine hors patrimoine professionnel. Là, pourquoi pas? On peut se poser la question de savoir s'il faut investir en assurance vie. Alors on voit pas très bien, je suis désolé. Pour faire simple, au niveau de la nouvelle fiscalité, ça concerne les versements qui sont faits depuis le 27 septembre 2017. C'est le jour où le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres. On a une taxation, donc flat tax à 30% pour les retraits qui sont effectués entre 0 et 8 ans. On ne le voit pas, mais c'est ici. Sur option, on peut avoir l'imposition au barème progressif pour celles et ceux qui ont une fiscalité personnelle plus faible encore que la tranche à 12,8, mais ça ne concerne pas grand monde. Et pour les retraits qui sont effectués après 8 ans, il va falloir regarder si on a investi plus de 150 000 euros ou moins de 150 000 euros par souscripteur. Si on a investi plus de 150 000 euros, dans ce cas-là, on va avoir plus de 150 000 euros, on va avoir la flat tax toujours à 30%. Et si on a investi moins de 150 000 euros par investisseur, on va bénéficier de la tranche d'imposition à 7,5% au-delà de 8 ans. On a toujours les abattements à 4 600 ou 9 200 euros sur les retraits effectués après 8 ans, qui s'appliquent sur le montant des intérêts. Donc ça veut dire qu'on peut retirer plus que 4 600 ou 9 200 euros exonérés d'impôts. Mais on aura une taxation dans l'ensemble qui sera plus élevée qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant, sauf pour les retraits effectués dans les premières années, puisque la fiscalité de l'assurance vie avant le 27 septembre 2017, pour les retraits entre 0 et 4 ans, c'était un taux forfaitaire à 35%, plus prélèvements sociaux, à l'époque était à 15,5%. Aujourd'hui, on est à 30% global entre l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Donc, très curieusement, finalement, cette modification de la fiscalité est plus favorable pour les petites durées que pour les longues durées. C'est un effet peut-être qui n'était pas souhaité initialement, mais c'est ce qui se fait en pratique. On voit sur ce tableau-là que finalement, capitaliser aujourd'hui de l'argent au sein d'un contrat d'assurance vie, sur le plan de l'impôt sur le revenu des prélèvements, ça n'a pas grand intérêt puisqu'on est taxé toujours à minima. On a toujours les prélèvements sociaux à 17,2 malgré tout, donc on a une taxation minimum qui va être à 17,2 si on est exonéré d'impôt sur le revenu et qui va monter à 30%. Et là encore, je préfère de loin capitaliser au sein d'une société holding qui, elle, n'aura pas de prélèvements sociaux à payer et sur laquelle il y aura simplement, éventuellement, le taux d'IS à 15% si on est dans la limite de 38 120. Donc, dans tous les cas, en fait, ma capitalisation au sein de ma société holding va me coûter moins cher que de la capitalisation au sein d'un contrat d'assurance vie, puisque je ne serai taxé qu'à 15% jusqu'à 38 120, là où l'assurance vie, j'aurai minimum 17,2, voire 20, 25 ou 30 en fonction de la date à laquelle je fais mon retrait et en fonction du montant éventuellement retiré. Donc l'assurance vie en réalité ne va garder d'intérêt que pour les sommes que l'on va pouvoir exonérer de droits de succession, c'est-à-dire avant 70 ans 152 500 euros par bénéficiaire. Je reçois de l'argent par succession entre 60 et 70 ans, mais je n'ai pas encore investi en assurance vie. Je vais pouvoir dans ce cas-là peut-être ouvrir un contrat d'assurance vie ou faire des versements complémentaires pour avoir cette exonération à 152 500 euros par bénéficiaire
pour les sommes versées avant 70 ans. Et pour les sommes versées après 70 ans, ce n'est pas 152 500 euros, mais c'est 30 500 euros, quel que soit le nombre de bénéficiaires. Donc c'est beaucoup plus limité, mais celui qui ne l'a pas fait a quand même intérêt à mettre au moins 30 500 euros qui seront exonérés de droits de succession. Donc c'est à peu près le seul cas qui subsiste et qui reste intéressant, à mon sens, au niveau des versements sur l'assurance vie. Tout ce qui a été fait par le passé n'est pas remis en cause, hein, il n'y a pas de difficulté. Par contre, dorénavant, il faut quand même réfléchir à deux fois et l'assurance vie a perdu un peu de ses intérêts, comme on le voit ici. Donc l'alternative, c'est ce que je vous disais, c'est des placements au sein d'une société holding, que ce soit des comptes titres avec des fonds, comme on a pu en parler hier, Sony AM par exemple, des parts de SCPI en direct au sein de la holding. Alors pour préciser ce que disait Sébastien à l'instant, nous la SCPI, ça on ne connaît pas parce qu'on n'est jamais soumis à l'impôt sur le revenu. On est toujours à l'impôt sur les sociétés, donc investir en SCPI au sein d'une société holding qui est taxée à l'IS, on n'aura pas cette fiscalité qui va être très très lourde ici. Fonds investissement immobilier, c'est KIS, immobilier en direct à travers une société civile immobilière, donc tout ça, oui, ça va avoir de l'intérêt. Donc finalement, on va pouvoir faire la même chose que ce que l'on pourrait faire à titre personnel en direct, mais logé au sein de la société holding qui va bénéficier d'un cadre fiscal plus intéressant, comme je disais, aussi bien sur les plus-values, sur les revenus qu'en matière de transmission du patrimoine. Alors un sujet sur lequel je vais m'arrêter un peu plus longtemps, je vous avais présenté et demi le podium de l'efficacité des rémunérations. C'est-à-dire, quand on prend des revenus, comment les prendre et comment est-ce qu'ils sont les moins assujettis à impôt sur revenu et à cotisation sociale. À l'époque, en 2016, on s'apercevait que finalement, la rémunération de gérance n'était pas si inintéressante que cela, bien au contraire, et que la perception de dividendes n'avait pas toujours un avantage fiscal ou financier. Ça dépendait d'une part, secteur 1, secteur 2 pour les professions médicales. Ça dépendait du montant total des autres revenus par ailleurs, mais la rémunération de gérance ressortait très souvent comme étant la meilleure des solutions avec un taux d'efficacité à peu près à 58%. Taux d'efficacité, ça veut dire que ce qui reste en net dans la poche après avoir payé l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales était à peu près de 58%. L'exception, c'était les dividendes non soumis à cotisation sociale et ayant subi l'IS à 15%. Alors, il faut rappeler qu'en matière de dividendes pour les SARL et CELARL, on est exonéré de cotisation sociale dans la limite de 10% du capital social. Donc si j'ai une société... Pardon ? Oui, tout à fait. Plus la moyenne du compte courant d'associés sur l'année. Et donc, pour faire simple, si j'ai un capital social à 100 000 euros, j'ai le droit de sortir 10 000 euros de dividendes qui sont exonérés de cotisation sociale. Alors ce n'est pas gratuit parce que du coup en contrepartie on paye les prélèvements sociaux. Mais au lieu d'avoir des cotisations sociales à 20, 25, 30, 40%, alors qui sont déductibles de l'IS, donc il fallait déduire le montant de l'IS qu'on allait récupérer, on avait en fait des prélèvements sociaux à 15,5%. Cette règle est toujours d'actualité. Les prélèvements sociaux par contre sont passés à 17,2%. Mais on va voir que le taux d'IS ayant baissé, notamment pour la partie au-delà de 38 120 euros, ça va modifier les choses. Et il y a d'autres phénomènes, c'est qu'on aura l'instauration de la flat tax, normalement, sauf clause anti-abus qui pourrait remodifier un peu les choses, mais la flat tax à 30%, qui va là aussi changer et rebattre un petit peu les cartes, puisqu'il faut refaire les calculs compte tenu de cette flat tax à 30%. C'est ce que l'on va voir, j'espère, à peu près bien dans les tableaux que je vais vous montrer. Donc, un rappel sur la flat tax. La flat tax, en fait, c'est l'addition de l'impôt sur le revenu à 12,8 plus les prélèvements sociaux à 17,2. Donc, on arrive au total à 30%. C'est la taxation totale. Les 17,2 de prélèvements sociaux, comme on l'a vu, ne s'appliquent que sur les dividendes inférieurs à 10% du capital social plus la moyenne du compte courant d'associés. Sinon, si on prend des dividendes qui excèdent 10% du capital social, on est dans une taxation donc avec un prélèvement pour l'impôt sur le revenu à 12,8 et à ce moment-là, on déclenche des cotisations sociales obligatoires. Point à préciser qui est quand même important, c'est que sur les prélèvements sociaux, on n'acquiert aucun droit supplémentaire, droit à retraite notamment, contrairement aux cotisations sociales obligatoires. Donc si la pression fiscale et sociale totale est équivalente entre des dividendes soumis à cotisation sociale et des dividendes soumis à prélèvements sociaux,
en toute logique, il vaut mieux prendre des dividendes soumis à cotisation sociale parce qu'on va accumuler des droits à la retraite, ce que l'on n'aura pas avec les dividendes assujettis aux prélèvements sociaux. Un rappel sur les taux de cotisation sociale obligatoire des TNS. Donc là, ça concerne uniquement les personnes qui sont artisans, commerçants auprès du RSI, puisque pour les professions libérales médicales, c'est un petit peu différent, on va le voir après. Mais voilà les taux d'imposition, des taux de cotisation sociale. Le PASS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Il s'élève pour 2018 à 39 700 €, quasiment 40. Ça veut dire que quelqu'un qui a moins de 40 000 € de rémunération sera sur un taux de taxation de cotisation à 44%. Et on voit que c'est dégressif. Quelqu'un qui, au contraire, est à plus de 200 000 € de revenus en 2018 sera sur un taux de cotisation à 20%. En moyenne sur... c'est pas en moyenne, pardon, excusez-moi, c'est en marginal. Et donc du coup, on va avoir un taux moyen qui va baisser au fur et à mesure. Dans ces cotisations, il y a une partie seulement qui est déductible, et notamment une partie qui n'est pas déductible. C'est les non déductible, donc ce qui fait qu'on va toujours déclarer plus que ce que l'on prélève réellement. C'est un phénomène que l'on constate aussi bien pour les salariés que pour les travailleurs non salariés. Donc les cotisations sociales d'un côté, l'impôt sur le revenu de l'autre. Lui, au contraire, il est progressif, il n'est pas dégressif, il est progressif par tranche. Et donc là, j'ai mis les tranches, les taux marginaux, en fonction du revenu imposable par part. Et donc on est à 0% et on monte à plus de 45%, au-delà de 153 000 € de revenus nets imposables par part. Et donc ce qui fait que quand on additionne les deux, cotisations sociales plus impôt sur le revenu, on arrive en moyenne entre 50 et un peu plus de 60%, quel que soit le niveau de revenu qui est le sien, puisque sur les basses tranches, ici on est à 44% de cotisation sociale, et donc si on est à 0 d'impôt, on est à plus de 44% au total, et à l'inverse, si on est à 20% dans la tranche basse, de la tranche haute, pardon, des prélèvements des cotisations sociales, on est à 45% qui viennent s'ajouter au niveau de l'impôt sur le revenu. Alors on ne monte pas à 65 parce que les cotisations sociales sont elles-mêmes déductibles du revenu imposable, donc ça fait un peu moins que 20 et quelques qui viennent s'ajouter aux 45. Donc on est entre 50 et 60, pour faire simple, de cotisations et de prélèvements fiscales et sociales. Alors là, on va... Ouais, je vais peut-être éteindre quand même malgré tout pour qu'on puisse voir. Je ne sais pas si on va mieux voir. Alors, je vais vous donner les chiffres et les résultats comme ça à l'oral. J'ai pris 4 hypothèses. Quelqu'un qui est sur un revenu, alors 70 000 € de revenus en secteur 1, donc un médecin, qui va être du coup sur une tranche marginale d'imposition TMI à 30%, qui va être sur un taux moyen de cotisation sociale également à 30%. À côté, on ne le voit pas, mais c'est 120 000 € de revenus avec toujours en secteur 1 un taux marginal d'imposition à 41, une tranche de cotisation sociale du coup qui va être à 28. J'ai fait la même comparaison avec un médecin qui serait en secteur 2 et non pas en secteur 1. La première ligne, ce sont les dividendes non assujettis aux cotisations sociales et qui ont été soumis au taux d'IS à 15%. Donc ça va concerner en fait les 38 120 € qui auront été taxés à 15% de taux d'impôt sur les sociétés et pour lesquels on peut distribuer des dividendes dans la limite de 10% du capital social, c'est-à-dire qui n'ont pas été assujettis aux cotisations sociales. Donc, dans cette hypothèse-là, il faut donc que j'ai une SEL qui ait plus de 380 000 € de capital social pour distribuer, au moins 380 000 € pour distribuer ces 38 000 € de bénéfices de la société. Seconde ligne, ce sont les dividendes assujettis aux cotisations sociales qui ont été soumis à l'ISA 15. Donc ce sont les dividendes qui, cette fois-ci, ont excédé 10% du capital social dans la limite de 38 120 €. Donc capital social de la société inférieur à 380 000. La troisième ligne, c'est la rémunération de gérance majoritaire. Et j'ai mis pour comparaison la situation avec le TNS, c'est-à-dire la personne qui exerce en nom propre, qui était en BNC. En dessous, les dividendes assujettis aux cotisations sociales avec un IS, impôt sur les sociétés à 28%, donc au-delà de 38 120 € de bénéfices annuels. Dividendes non assujettis aux cotisations sociales, toujours avec le taux d'IS à 28%. Et enfin, dernière ligne, ce sont les quasi-salariés, ce sont en fait les présidents de SAS ou de CELAS, qui sont assimilés à des salariés pour lesquels on a des cotisations sociales salariales et patronales qui s'ajoutent, et donc qui sont beaucoup plus onéreuses au global que le statut de gérant majoritaire d'une CELARL. Donc,
Le taux d'efficacité, dans la première hypothèse, en fait, 70 000 euros de revenus secteur 1, ce qui est le plus intéressant, ce sont donc de prendre des dividendes assujettis, curieusement, aux cotisations sociales. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre des dividendes qui ont été assujettis aux cotisations sociales, mais qui ont été taxés avec un taux d'imposition sur les sociétés à 15%. Ce sera plus efficace parce qu'en fait, on a un taux à 58, alors je vais le reprendre. Moi, sous les yeux, je vous donnerai les chiffres, parce que je les vois, contrairement à vous. Non, parce que là, ce sont des dividendes qui ont été assujettis, justement. Donc, comme ils sont assujettis aux cotisations sociales, ça veut dire que j'ai un très faible capital social. Donc, capital social, pas de 380 000, il peut être d'1 euro. Du coup, tous mes dividendes vont être assujettis aux cotisations sociales. Donc, je suis à 58% de taux d'efficacité. Les dividendes non assujettis aux cotisations sociales ont un taux d'efficacité qui est un peu plus intéressant, qui est à 59. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui sont assujettis aux cotisations sociales vont ouvrir des droits à la retraite. Donc je préfère avoir un taux d'efficacité un tout petit peu plus faible, moins d'un point d'écart, mais par contre accumuler des droits à la retraite que je n'aurais pas avec la première hypothèse. Donc c'est pour ça que je considère qu'il vaut mieux dans ce cas-là avoir des dividendes assujettis aux cotisations sociales dans la limite des 38 120 euros de bénéfices. J'ai toujours fait ressortir la rémunération de gérance majoritaire parce que, quelle que soit sa situation, on ne peut pas ne pas prendre de rémunération de gérance. On ne pourrait pas ne prendre que des dividendes. On est dans une situation d'abus de droit fiscal et social si on ne prend pas de rémunération de gérance. L'activité libérale que l'on exerce au sein d'une société d'exercice libéral, pour sa prestation technique, elle doit être rémunérée. Elle ne peut pas être bénévole et donc il faut forcément avoir un minimum de rémunération de gérance. Donc dans tous les cas, il va falloir prendre de la rémunération de gérance et certains ont essayé de ne prendre que des dividendes par le passé et ça a été retoqué puisque les caisses, du coup, à l'époque, n'encaissaient aucune cotisation sociale puisqu'on était simplement sur des prélèvements sociaux et donc la sanction était assez lourde puisqu'en fait l'ensemble du bénéfice de la SEL a été considéré comme une rémunération de gérance pour la personne. Donc il ne faut pas s'amuser à ne pas prendre de rémunération de gérance, il faut en prendre un minima, il faut que ce soit cohérent avec son activité, avec sa profession, avec la moyenne, avec les standards, j'allais dire, de la profession. Et par contre, si on peut prendre des dividendes en alternative et ne pas tout prendre en rémunération de gérance, là oui, on va avoir intérêt à le faire. Ça va par rapport à ça, oui. Autre résultat sur la seconde colonne, avec des revenus de 120 000 euros cette fois-ci, toujours en secteur 1. Donc, ce sont toujours les dividendes assujettis aux cotisations sociales qui sont plus favorables, avec un taux d'efficacité cette fois-ci qui est à 59,65 et la rémunération de gérance majoritaire qui est à 49% de taux d'efficacité. On a le même résultat et ce qui ressort assez clairement, c'est que, on va le voir après dans les conclusions, secteur 1 et secteur 2, on va avoir à peu près les mêmes résultats entre quel que soit le niveau de revenu finalement, qu'on soit à 70 ou à 120 d'un côté en secteur 1 ou 70 ou 120 de l'autre côté en secteur 2, ce sont les mêmes résultats que l'on va avoir à la fin. Donc 70 000 euros cette fois-ci de revenus secteur 2, taux d'efficacité cette fois-ci le plus intéressant, ce sont au contraire donc les dividendes qui sont non assujettis aux cotisations sociales. Donc cette fois-ci, on a intérêt à avoir un capital social important quand on est en secteur 2 et distribuer des dividendes exonérés non assujettis aux cotisations sociales dans la limite de 38 120 euros de bénéfices, donc les dividendes qui correspondent à la tranche de d'IS à 15%. Il faut toujours prendre de la rémunération de gérance majoritaire et on ne le voit pas sur ce qui apparaît, mais si on a besoin du coup de prendre plus, après on va être sur des dividendes cette fois-ci qui vont être assujettis aux cotisations sociales. On va aller chercher les dividendes au-delà de 38 120 euros de bénéfices. Dernière hypothèse, 120 000 euros de revenus imposables secteur 2 toujours. On a les mêmes résultats avec des taux d'efficacité qui diffèrent légèrement, notamment qui baissent pour la rémunération de gérance, puisque en secteur 2, on a plus de cotisations sociales qu'en secteur 1. Donc le taux d'efficacité de la rémunération de gérance descend à 43, là où elle était à 48. Par contre, les dividendes non assujettis à cotisations sociales sont toujours plus favorables que tout le reste. On est à 59% de taux d'efficacité, 59,50. Donc on a près de 60% de taux d'efficacité avec ces dividendes non assujettis aux cotisations sociales. Donc là, il y a beaucoup de chiffres, donc j'ai essayé d'en tirer quelques conclusions qui soient essentielles pour tout le monde.
premier point, c'est ce que je disais, la rémunération de gérance devient moins favorable que les dividendes, contrairement à ce qu'on avait par le passé. C'est normal parce que maintenant les dividendes bénéficient de la flat tax, contrairement à la rémunération de gérance qui est assujettie à l'impôt sur le revenu autoprogressif. Donc c'est vrai que l'instauration de la flat tax va favoriser les dividendes plus que par le passé. Cependant, je le rappelle, on ne peut pas ne pas prendre de rémunération de gérance, on ne peut pas prendre que des dividendes sur sa société, donc il faut forcément prendre un minimum de rémunération de gérance. Ce minimum, il est fonction des standards de la profession, en fait, des moyennes de revenus de la profession et par rapport au temps de travail. Alors, oui, on va aussi après considérer le niveau de la retraite, mais c'est par rapport à la moyenne. En tout cas, moi, ce que je prends en référence, c'est la moyenne des revenus, par exemple, des médecins spécialistes, chirurgiens ortho en secteur 2. Et si je prends cette rémunération de gérance-là, l'administration fiscale ne pourra pas me dire que j'ai sous-évalué ma rémunération de gérance ou au contraire surévalué ma rémunération de gérance. Donc il faut avoir toujours des références en fait par rapport à l'administration fiscale pour pouvoir prouver pour quelles raisons ce sont ces sommes-là qui ont été déclarées. Oui, exactement. Je les récupère auprès de la CARF. On a toutes les statistiques de l'ensemble des médecins qui sont inscrits. Ouais, tout à fait. Et donc pour chacune des professions, on a les statistiques qui sont connues. Donc ça c'est la première conclusion. Seconde conclusion, on constate que pour les secteurs 1, du coup, les dividendes assujettis à cotisation sociale ayant subi l'IS à 15% sont toujours plus favorables que les dividendes non assujettis aux cotisations sociales. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui seraient en secteur 1 n'ont pas intérêt à faire des augmentations de capital pour avoir des dividendes qui soient exonérés de cotisations sociales. Voilà. Donc, et ça bouleverse un peu les habitudes que l'on avait jusqu'à maintenant. Parce qu'on avait l'habitude de faire des augmentations de capital pour avoir des dividendes exonérés de cotisations sociales. Ça, je ne suis pas sûr que tout le monde le voit. Je suis même sûr du contraire. Et donc, finalement, il vaut mieux prendre des dividendes assujettis aux cotisations sociales. Pour les secteurs 2, c'est l'inverse. Pour les secteurs 2, on peut poursuivre la stratégie et avoir des dividendes qui soient cette fois-ci non assujettis aux cotisations sociales. Mais dans la limite du taux d'IS à 15%. Donc, distribuer 500 000 euros de dividendes, ça n'aurait pas d'intérêt. Distribuer 100 000 euros de dividendes, ça n'aurait pas non plus d'intérêt. Donc ça veut dire que le capital social de Macel, on n'a pas intérêt à le mettre au-delà de 38 120 euros. De 380 200 euros, pardon. Voilà. C'est 38 120 euros d'IS, de bénéfices taxés à 15%. Donc ça veut dire que si je prends des dividendes qui ont été soumis à l'IS à 28%, c'est pas intéressant. 380 200. Ouais. Et là aussi, ça change un peu les. Bah, non, ça change pas. Non, ça change pas parce que c'est ce qu'on avait déjà constaté l'autre fois, mais ce qui n'était pas toujours mis en pratique. Autre constat, donc on constate que les dividendes soumis à cotisation sociale avec un IS à 15% sont toujours plus favorables que les dividendes non assujettis à cotisation sociale avec un IS à 28%. Et en plus, c'est vrai que ces dividendes, à ce moment-là, sont productifs de droits, ce qui n'est pas le cas sur les dividendes non assujettis. Donc, c'est un peu complexe, là, tout ce que je vous montre, mais il va falloir, du coup, modifier un petit peu les habitudes que l'on avait et prendre le temps, au cas par cas, d'analyser les choses et de faire les calculs pour savoir quelle est la meilleure solution pour chacun d'entre vous, en fonction de sa propre profession, en fonction du niveau de cotisation sociale qui est le sien et du taux d'imposition qui est le sien. Ça va sur ce tableau? J'accélère un peu pour les points d'après. Autre point, donc immobilier locatif, est-ce qu'il faut rester à l'impôt sur le revenu ou se mettre à l'IS comme on l'a toujours fait, nous, jusqu'à maintenant? Encore plus, finalement, que les années passées, on va le voir, l'impôt sur le revenu sur les revenus fonciers est beaucoup moins favorable que l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce qu'à l'impôt sur le revenu, je reprends l'exemple de Sébastien, on est taxé à 50% à peu près en moyenne, puisque la flat tax ne s'applique pas sur les revenus fonciers. A l'inverse, si j'encaisse ces mêmes revenus fonciers dans une société qui est à l'IS, d'une part, je vais subir l'impôt sur les sociétés à 15% jusqu'à 38 120, mais avec une base d'imposition plus faible que celle des revenus fonciers, puisqu'en matière d'impôt sur les sociétés, on prend en considération l'amortissement du bien, je vous le rappelle,
alors qu'à l'impôt sur le revenu, on ne prend pas en compte l'amortissement du bien. Donc on a une charge comptable et fiscale qui n'est pas une dépense réelle, l'amortissement du bien, qui vient minorer le revenu, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, alors que ce n'est pas le cas à l'impôt sur le revenu. Donc on a cette première taxation à 15% ou à 28% si on est au-delà de 38 120 euros. Et ensuite, si on distribue par la société les revenus encaissés net d'impôts sur les sociétés, on va subir, en tant que personne physique cette fois-ci, la flat tax à 30%. Donc on a d'un côté 50% et de l'autre côté on a, en théorie, 15 plus 30. Mais comme ce ne sont pas les mêmes bases imposables, ça va être finalement plus favorable d'être, on va le voir, à l'impôt sur les sociétés. Autre phénomène, c'est que jusqu'à maintenant, on était à 15 000 prélèvements sociaux, comme on l'a vu. On est passé à 17,2, donc ça alourdit encore plus la fiscalité sur les revenus fonciers encaissés en direct à l'impôt sur le revenu. À l'inverse, on a une baisse du taux d'IS en ce qui concerne le bénéfice au-delà de 38 120 euros, qui était taxé à 33%, qui est maintenant taxé à 28% et qui va baisser au fur et à mesure pour arriver à 25% d'ici la fin du mandat de Macron. Voilà, à 25%. La flat tax, on en a parlé. Donc, faut-il conserver en fait les biens dans la fiscalité IR ou les soumettre à l'impôt sur les sociétés? Donc là, on voit mieux les résultats. Donc, plusieurs hypothèses. Première colonne, on est dans le cadre de revenus fonciers qui seraient taxés avec un taux marginal d'imposition à 30%. Seconde colonne, taux marginal d'imposition à 41%, ensuite 45%. Et on compare avec les deux hypothèses, l'impôt sur les sociétés à 15%, plus la flat tax à 30%, ou l'impôt sur les sociétés à 28, plus la flat tax à 30. Donc là, ça concerne le bénéfice au-delà de 38 120 euros, et la colonne précédente, le bénéfice inférieur à 38 120 euros. J'ai 10 000 euros de revenus bruts dans les deux cas. Un impôt sur le revenu, donc je vais payer 30% de taux marginal, plus 17,2 de prélèvements sociaux, 1720, donc ça fait un disponible net 10 000, moins l'IR, moins les prélèvements sociaux de 5 280. Quand on paye de la CSG sur les revenus fonciers, on a une partie de CSG qui est déductible des revenus imposables de l'année suivante. Donc on va avoir une légère économie d'impôt sur le revenu sur la CSG déductible que l'on a payée. Donc ce qui fait que le total de pression fiscale et donc le net disponible dans sa poche, il est de 5 394 dans cette première hypothèse. Si on est sur des revenus fonciers taxés à 41%, on n'encaisse plus que 4 459. À 45%, on a 4 086 en net dans sa poche. A contrario, si on est dans le cadre de l'impôt sur les sociétés, on a à minima en net dans la poche 5 950 qui proviennent des 1 500 euros d'IS, sur lesquels on va payer la flat tax, donc 12,8 et 17,2 de prélèvements sociaux, donc il va nous rester 5 950 en net. Si on est sur des revenus qui ont été taxés avec un taux d'IS à 28%, donc on a 5 040 en net. Ça restera toujours plus favorable parce qu'en fait, cet IS qui est ici, c'est vraiment un maximum dans le sens où ça ne tient pas compte de l'amortissement du bien. Je ne l'ai pas fait figurer ici, mais il faudrait le prendre et dans les faits, ce serait du coup une base imposable non pas de 10 000 euros, mais beaucoup plus faible que cela qui serait assujetti à l'impôt sur les sociétés. Donc on aurait beaucoup moins de 1500 ou de 2008 d'impôt sur les sociétés à payer. Et ce qui fait qu'au global, en réalité, on serait sur un gain qui ne serait non pas de 5 950, mais plutôt aux alentours de 7 à 8 000 euros. Ou ici plutôt 6 à 7 000 euros. Ce qui fait que dans tous les cas, on aura intérêt à être à l'impôt sur les sociétés plutôt qu'à l'impôt sur le revenu. Ça concerne le mode de fiscalité sur la perception des revenus. Maintenant, il y a quand même d'autres éléments à prendre en considération qui ne sont pas neutres, qui sont les conséquences sur les plus-values immobilières dans le cadre de l'IS, qui ne sont pas les mêmes que dans le cadre de l'impôt sur le revenu, puisque justement ce fameux amortissement que l'on prend en compte au niveau des revenus va être repris fiscalement lorsqu'on va revendre le bien au niveau de la fiscalité IS. Il est repris fiscalement si on n'a pas eu le temps d'organiser les choses autrement, parce qu'on pourrait organiser les choses et éviter d'avoir ce rattrapage fiscal, notamment en refaisant ce qu'on appelle nous une sortie de la nue propriété des parts de SCI, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui, mais on peut potentiellement avoir ce rattrapage et on aurait aussi potentiellement ce qu'on appelle la CRL, la contribution sur les revenus locatifs, qui est égale à 2,5% des revenus bruts pour les biens qui sont achevés depuis plus de 15 ans. Et donc qui va venir alourdir légèrement la fiscalité IS que l'on n'a pas à l'impôt sur le revenu. Donc tout ça, il faut le mettre dans la comparaison et regarder finalement quel est le plus favorable. Mais dans les faits, très souvent, l'impôt sur les sociétés est plus favorable. Et surtout, ce que je n'ai pas fait apparaître ici, c'est ce point-là, c'est que pour payer l'impôt sur le revenu
que l'on a à titre personnel quand on est sur des revenus fonciers taxés à l'IR, il faut prendre aussi en compte, évidemment, le coût de fabrication de ces mêmes revenus qui vont payer l'impôt. Et si on a besoin de prendre des revenus sur sa société pour payer l'impôt sur les revenus fonciers que l'on encaisse en question, finalement, ce n'est pas 5003 qui reste en net, mais ça va être beaucoup moins parce que l'IR et les prélèvements sociaux, dans la première hypothèse ici, qui sont à 4007, s'il faut que je prenne des revenus pour payer les 4700 € d'impôt, en fait, je vais avoir besoin de prendre 9000 € de revenus, parce que ces mêmes revenus que je vais prendre, ils vont eux-mêmes générer de l'impôt sur revenu, des prélèvements sociaux et des cotisations sociales. Et donc, c'est pour ça que l'effet, finalement, sera beaucoup plus favorable avec l'IS qu'avec l'IR. C'est le coût de fabrication des revenus que l'on oublie très souvent dans la comparaison et qui, du coup, ressort très nettement en faveur de cette fois-ci de l'IS, parce que là, mon coût de fabrication pour payer de l'IS, il n'est pas du double, il est beaucoup plus faible, puisque si j'ai une selle qui est rattachée à une société holding, avec le régime mère-fille, finalement, je vais avoir 3 fois rien de coût de fabrication de ce bénéfice pour pouvoir payer cet impôt en question. Donc dans les résultats, c'est toujours plus favorable en réalité d'être à l'IS que d'être à l'IR. Ça va sur ce coût de fabrication des revenus, c'est assez clair pour tout le monde. Alors, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais c'est un point essentiel parce que ça, on ne le voit jamais quand on fait les comparaisons comme ça. Personne ne pense au coût de fabrication des revenus alors que c'est le point le plus important. Point important et sur lequel je vais enchaîner, qui concerne finalement la sortie de tout ce qu'on vous met en place. On crée des SEL, on crée des sociétés holding, c'est très bien, fiscalement c'est bien, intellectuellement c'est intéressant, mais comment est-ce qu'on en sort à la fin? Et si on oublie de calculer l'impact au moment de la transmission, au moment de la sortie du cash, on oublie une étape qui est importante. On a eu des 2 arrêts récents, assez récents, qui vont vraiment dans le sens de tout ce qui a été mis en place, de tout ce que vous avez pu mettre en place depuis des années, qui vont favoriser d'une part la sortie du cash de la trésorerie de la société holding au moment où vous serez en retraite, et qui vont aussi favoriser la transmission du patrimoine à vos héritiers et diminuer très fortement le coût de la transmission du patrimoine. Donc, rappel, si on est dans un cadre classique, on a accumulé la trésorerie sur sa société holding, lorsqu'on est à la retraite notamment, on va distribuer des dividendes, et ces dividendes sont en théorie soumis à la flat tax à 30%. Donc on a eu 2 arrêts récents, comme je vous le disais, qui ont attiré notre attention et qui ouvrent de nouvelles perspectives extrêmement favorables. Ces arrêts, ce sont tout d'abord un arrêt qui date un tout petit peu, mais qui est du 27 mai 2015 de la Cour de cassation, qui a dit la chose suivante. Si je fais en fait une donation de part de ma société holding avec réserve d'usufruit, donc donation en nue propriété de part de la société holding des parents aux enfants. Les parents qui restent gérants de la société, qui sont usufruitiers de cette société holding, ce sont eux qui ont les pouvoirs de décision au sein de la société. Ils peuvent, tous les ans, lorsque l'on va constater le bénéfice de la société, au moment de l'Assemblée générale, ils peuvent décider soit de distribuer le bénéfice, soit de le mettre en réserve. Ça, c'est un choix qui est fait au moment de l'Assemblée générale. Il faut le consigner dans le PV de l'Assemblée générale. Il a été jugé à plusieurs reprises que les réserves en question, donc les sommes que l'on ne va pas décider au moment de la constatation du bénéfice, appartiennent à la société et en l'absence de distribution antérieure, vont venir valoriser la part du nu propriétaire. C'est-à-dire que j'ai fait une opération de donation avec réserve d'usufruit. Toutes les sommes que moi, usufruitier, je décide de mettre en réserve, vont venir augmenter la valeur de la part de mes enfants nus propriétaires. Et ça, on a un arrêt de 2016 qui considère que ce n'est pas une donation supplémentaire, parce que c'est un choix, c'est une politique de la société, et c'est l'Assemblée générale des associés qui prend cette décision. Ce ne sont pas les parents qui, finalement, décident indirectement de faire une donation à leurs enfants de ces sommes en question. Le résultat est le même, je vous l'accorde, mais dans les faits, ça change beaucoup de choses, puisqu'en fait, il n'y aura pas de taxation supplémentaire sur toutes les sommes que l'on aura mises en réserve tous les ans, que l'on n'aura pas distribuées, qui vont venir augmenter la valeur du nu propriétaire, donc des enfants à terme, sans avoir aucune taxation supplémentaire. Puisque qu'est-ce qui se passe au moment du décès? Les enfants récupèrent la pleine propriété des parts de la société holding, la donation a déjà été faite, et au moment de la récupération de la pleine propriété des parts de la holding, il n'y a aucune taxation supplémentaire à payer. Donc on a donné des parts sur la valeur de la nue propriété, on a mis en réserve tous les bénéfices pendant des années, ça peut être des sommes colossales qui vont s'accumuler, et on n'aura pas de taxation supplémentaire à payer au moment de la succession pour les enfants. Et ce n'est pas une donation déguisée. Donc ça, c'est déjà le premier effet extrêmement intéressant, puisque ça va permettre en fait de transmettre des sommes très élevées
aux enfants en absence totale de fiscalité supplémentaire. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que le jour où on va décider, parents usufruitiers, de sortir malgré tout des sommes parce qu'on en a besoin pour ses dépenses personnelles, les sommes que l'on va sortir à ce moment-là, elles vont être considérées comme étant un quasi-usufruit au profit de l'usufruitier. Alors ça devient un peu compliqué, un quasi-usufruit c'est presque un usufruit, mais ce n'est pas un, puisqu'en fait, un usufruit, normalement, quand ça porte sur un bien, on doit restituer ce bien à terme au nu propriétaire, sans en avoir altéré la substance et la consistance. Et donc, quand on a un usufruit sur de l'argent, malheureusement, on ne peut pas s'en servir sans le consommer. Si j'ai 10 000 euros sur mon compte, je ne peux pas utiliser les 10 000 euros sans les consommer. Donc, ce qui fait que on a transformé cet usufruit en quasi-usufruit. Donc, on peut consommer en fait les 10 000 euros en question, on peut les utiliser et en faire ce que l'on veut. Simplement, pour que les enfants puissent récupérer ces mêmes 10 000 euros au moment de la succession, on va créer à ce moment-là ce qu'on appelle une créance de restitution qui sera déductible de l'actif successoral. Ça veut dire qu'au moment de la succession, devant notaire, les enfants vont faire valoir leur créance et dire au notaire qu'il y a une somme de 10 000, 20 000, 100 000 qui doit leur revenir avant tout paiement de droits de succession, parce qu'en fait, c'est la somme qui avait été distribuée par la société aux parents usufruitiers, alors qu'ils n'étaient qu'usufruitiers, et sur laquelle les enfants auraient dû avoir une nue propriété. Mais comme ils n'ont pas pu la matérialiser puisqu'il s'agissait d'argent, finalement, ils vont récupérer ces mêmes sommes en l'absence totale de droits de succession au moment de la succession. Et donc cette créance va pouvoir s'imputer sur le reste du patrimoine, sur l'ensemble de l'actif successoral ultérieur, et donc ça peut être sur la résidence principale ou sur tout autre bien. Donc si j'ai une créance de restitution à hauteur de 300 000 euros au moment de la succession, s'il reste dans le patrimoine une résidence principale qui vaut 500 000 euros, finalement on va déduire les 300 000 euros des 500 000 euros assujettis aux droits de succession. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que du coup on va l'argent au fur et à mesure pour ses besoins personnels, et quand on est à la retraite ça peut durer 10, 15, 20 ou 30 ans, et tout ce que l'on va sortir de la société va venir en diminution de la base imposable au titre des droits de succession. Donc on aura déjà anticipé la succession et la transmission pour les enfants. Tout ce que l'on met en réserve reste exonéré. Et en plus, quand je le ressors, ça vient diminuer le reste de mon patrimoine assujetti aux droits de succession. Donc on a un double effet en fait favorable. Exactement. Oui. Non, non, justement, ça a été, c'est pas la même chose que l'on distribue dans un cas et dans l'autre. Quand on met en réserve, en fait, c'est le bénéfice qu'on met en réserve. Et ensuite, on va ressortir les réserves. Et donc, le fait d'une part de mettre en réserve volontairement sans distribuer le bénéfice tous les ans, ce n'est pas considéré comme un abus de droit et ça a été sanctionné et ça a été sanctuarisé par la Cour de cassation en 2016, qui du coup nous a dit c'est pas un abus de droit, vous avez le droit de mettre en réserve. Ce n'est pas vous parents qui décidez, c'est l'Assemblée générale des associés qui décide de mettre en réserve. Donc ce n'est pas vous qui le faites et donc ce n'est pas une donation déguisée. Et ensuite l'Assemblée générale peut tout à fait décider de redistribuer les réserves qui ont été mises de côté au fur et à mesure. Donc quand elle va distribuer des réserves, elle va peut-être distribuer aussi une petite part de bénéfice de l'année en question, qui sera cette fois-ci assujetti à taxation et qui ne va pas générer de créances de restitution, mais ça peut être dérisoire en proportion de l'ensemble des autres réserves qui auront été distribuées en une seule fois. Et il est important du coup de bien tenir ces assemblées générales sur les sociétés holding pour pouvoir après apporter la preuve de ce qui a été fait, parce que ça va s'échelonner sur plusieurs années et avoir des arguments à ressortir le moment venu en cas de demande d'information de l'administration fiscale. Donc, hop. Donc, en conclusion, c'est ce que je disais, les parents peuvent décider de distribuer des réserves qui leur reviendront pour financer leurs besoins de trésorerie, tout en optimisant le coût de la transmission du patrimoine à leurs enfants, car ces mêmes sommes seront déductibles de l'actif successoral. Et donc, pour rejoindre ce que je disais un petit peu avant, la société holding, on le voit là, va offrir d'énormes avantages en matière de transmission de patrimoine, ce que l'on n'aurait pas en direct sur des biens immobiliers, parce que si je détiens un bien immobilier en direct, sur lequel je fais donation avec réserve d'usufruit, moi, par an, je vais encaisser les revenus. Ces revenus, si je les consomme, mes enfants n'auront pas de créance de restitution supplémentaire sur mon patrimoine au moment de la succession. Et si ces revenus, je ne les consomme pas et que je les mets sur mes comptes bancaires, en fait, l'usufruit que je n'ai pas consommé va venir s'ajouter finalement à la valeur successorale qui sera cette fois-ci taxable.
Alors qu'à l'inverse, détenir ce même patrimoine à travers des sociétés, d'une part, ça n'augmente pas la valeur taxable au moment de la succession, mais au contraire, tout ce que je vais consommer va venir diminuer la base imposable pour le reste du patrimoine. Donc c'est bien plus favorable de détenir son patrimoine à travers les sociétés, toujours, plutôt que de l'avoir en direct. Et donc, sortir des sommes de la société pour faire de l'assurance vie, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, je reviens encore à la même conclusion de cela. Autre arrêt plus récent cette fois-ci, du Conseil d'État, qui va dans le même sens, un peu dans le même sens, c'est à peu près un schéma identique, donc du 10 février 2017, cette fois-ci c'est le Conseil d'État. Alors ce que j'ai pas dit sur l'arrêt 2015 de la Cour de cassation, c'est qu'il a été publié, ce qui marquait là la volonté en fait des juges de sanctuariser encore plus cet arrêt et de faire en sorte qu'on ne revienne pas dessus en fait. Tous les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas publiés. Là, il a été publié sur le livre en fait de registre des arrêts pour que volontairement justement quelque part le législateur ne revienne pas dessus. L'arrêt du Conseil d'État, il concerne là aussi la situation de démembrement sur les parts de sociétés holding qui sont issues d'une donation avec réserve d'usufruit, donc même situation. Cette fois-ci, on ne va pas distribuer des dividendes, mais on va faire un rachat par la société de ses propres parts sociales. Donc la société va faire un rachat des parts qui sont détenues en démembrement par les parents et par les enfants, donc les parents en usufruit et les enfants en nue propriété. Donc le rachat à la différence de la distribution de dividendes, c'est que la société en fait fait une réduction de capital, elle rachète ses propres parts, décide de diminuer son capital social et en contrepartie va attribuer aux associés à qui elle a racheté des parts, ses propres parts, elle va attribuer des liquidités. Ça revient au même dans les faits, que je décide de distribuer des dividendes ou de faire un rachat de parts sociales, il me restera dans ma propre poche, moi associé, de la liquidité dans les deux cas. Sauf que fiscalement et juridiquement, ça ne sera pas tout à fait la même interprétation. Donc, on va attribuer des liquidités, et en fait, les liquidités, à qui est-ce qu'on les attribue? Sachant que les parts sont détenues en usufruit et en nue propriété. En toute logique, il faudrait les attribuer en partie peut-être à l'usufruitier, en partie au nu propriétaire, au prorata de la valeur de chacun de leurs droits dans les parts sociales. On pourrait aussi les attribuer à l'usufruitier si on considère que ce rachat il provient des bénéfices qu'on a mis en réserve. Au contraire, on pourrait les attribuer au nu propriétaire si on considère que finalement c'est l'actif social de la société, mais ce n'était pas des bénéfices et que c'était des apports initiaux. En réalité, il a été considéré que on pouvait appréhender ce rachat dans le cadre d'une stipulation, là encore, de quasi-usufruit. Donc attribuer la totalité des sommes qui sont rachetées par la société aux parents en tant qu'usufruitiers. On leur donne la totalité et on va là encore faire naître une créance de restitution. Il faut simplement que cette stipulation de quasi-usufruit, elle ait été antérieure au rachat. Donc, il faut en fait que dans les statuts de la société, on indique qu'en cas de rachat par la société de ses propres parts, il y aura la naissance d'un quasi-usufruit et que les sommes seront affectées du coup à l'usufruitier, donc les parents, et non pas au nu propriétaire. Dès lors que c'est antérieur, c'est légal, ça respecte les règles aussi bien juridiques que fiscales, et donc les parents vont récupérer cet argent, ce cash, et les enfants vont avoir une créance de restitution au moment de la succession qui va venir du coup minorer l'actif imposable successoral et donc diminuer les droits de succession. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que, ce que je n'ai pas encore précisé, c'est qu'au moment où je fais la donation avec réserve d'usufruit sur la valeur de mes parts de société, ça a pour effet en fait de gommer la totalité de la plus-value. Puisque si j'ai constitué une société en cours de route avec 3 fois rien en capital social, que j'accumule des gains dans cette société, que j'accumule de la trésorerie dans ces sociétés, la valeur de mes parts va grimper au fur et à mesure. Lorsque je suis en retraite, la valeur de mes parts peut passer de 1000 euros, peut être passée de 1000 euros à 200, 300, 500 000 ou 1 million d'euros. Lorsque je fais donation de ces parts à mes enfants, je vais gommer en fait la plus-value existante sur les parts en question, à hauteur de la nue propriété que je transmets aux enfants. La valeur de l'usufruit que je conserve pour moi ne gomme pas du coup la plus-value afférente à l'usufruit. Mais par contre, pour la partie de la nue propriété, je vais gommer toute la plus-value afférente à cette nue propriété parce que les enfants récupèrent dans leur patrimoine des parts en nue propriété qui sont valorisées au jour de la donation. La donation ne déclenche pas d'impôt sur la plus-value, donc lorsque je fais cette donation, je ne paye pas d'impôt. Les enfants récupèrent des parts qui ont une valeur peut-être de 300, 400 000 euros en nue propriété. Et si peu de temps après, je fais ma réduction de capital, mon rachat, cette valeur de rachat va être identique à la valeur au jour de la donation. Donc les enfants vont revendre des valeurs de parts 300, 400 sur un prix identique
à ce qu'ils auront reçu dans leur patrimoine au jour de la donation. Donc il n'y aura pas d'impôt sur la plus-value à payer au niveau des enfants. J'aurai de Il peut y avoir des droits de donation, on va le voir après, mais qui sont finalement pas si élevés que ça, parce qu'on a quand même des abattements de 100 000 euros par parent et par enfant. Et donc si je fais une donation entre 50 et 60 ans, finalement la valeur de l'usufruit c'est 50%. Donc je peux donner 200 000 euros par parent et par enfant, je peux donner 400 000 euros pour un couple. Si j'ai 3 enfants, ça fait 1,2 million que je peux donner en l'absence totale de donation. Et je gomme du coup la plus-value à hauteur de 600 000 euros en question. La plus-value par contre sur l'usufruit ne sera pas exonérée. Mais quand on va faire la réduction de capital, on va bénéficier de la flat tax à 30%. Et donc on va payer de l'impôt sur la plus-value à 30% uniquement sur la valeur de la plus-value afférente à l'usufruit. Ça devient un peu compliqué, mais après j'ai fait des calculs, vous allez voir. Et donc si mon usufruit représente 40% de la valeur de la pleine propriété, je vais payer 30% sur 40%. Donc je vais payer 12 points d'impôt au total pour récupérer des sommes dans ma poche. Donc ça coûte beaucoup moins cher finalement que de distribuer des dividendes qui auraient été taxés à 30%. Donc je paye 12 points d'impôt au global pour récupérer des sommes. Et en plus, ces mêmes sommes que je récupère vont générer une économie de droits de succession à terme, compte tenu de la créance de restitution, qui sera de 20 ou 25 ou 30% pour mes enfants. Donc finalement, faire cette opération va me permettre d'enrichir le patrimoine familial au global, puisque ça coûtera moins cher de sortir de la trésorerie, compte tenu des économies fiscales successorales que l'on aura au moment de la succession. Ça devient un peu compliqué, mais je vous ai fait des chiffres pour voir quelles étaient les conséquences fiscales. Donc, je passe rapidement sur ce que je viens de dire à l'instant. Donc, grâce à la donation préalable, les parents peuvent sortir du cash de la société holding à moindre coût fiscal, tout en optimisant la transmission à terme aux enfants, grâce à la créance de restitution déductible de l'actif successoral. Hop là. Exemple chiffré. Donc, on arrive à voir ou pas? Je vais donner les chiffres. J'ai pris le cas où j'ai 65 ans, j'ai 166 000 euros aujourd'hui en 2018. Je décide de faire donation avec réserve d'usufruit sur les parts de la société qui valent justement ces 166 000 euros. Compte tenu de mon âge, la réserve d'usufruit va minorer la base imposable de la donation. Donc la valeur fiscale de la donation ne sera pas de 166 000 euros, mais elle sera de 100 000 euros, parce que j'ai 40% de décote sur la valeur de la donation qui est transmise. Je suis dans la limite de mes abattements de 100 000 euros tous les 15 ans, donc j'ai une donation taxable 0, frais de donation 0. Non, parce que alors, vous avez raison, parce que l'usufruit du coup est plus important quand on est plus jeune, donc la décote est plus importante. Par contre, la plus-value que je vais gommer sera moins importante si je le fais jeune, parce qu'après je vais continuer à accumuler, donc j'aurai peut-être plus de frais de sortie à la fin. Voilà. Donc frais de donation 0. J'ai pris l'hypothèse où on avait 8 000 euros de bénéfices annuels sur ce placement tous les ans, net d'impôt sur les sociétés. Donc si mon décès intervient en 2028, je vais encaisser, moi en tant qu'usufruitier, 10 fois 8 000 euros, donc 80 000 euros de revenus ici de ma société. Là, je suis dans le premier cas qui est l'arrêt du 27 mai 2015. Comme je distribue des dividendes en fait avec une réserve d'usufruit, donc c'est un quasi-usufruit, je vais payer ma flat tax à 30% sur mes dividendes, donc je vais avoir 30% de 80 000, donc je vais payer 24 000 euros de flat tax au total sur les 10 années. Comme ma donation a été faite en 2018 et que je décède en 2028, les 100 000 euros que j'ai donnés, finalement, ils n'ont pas eu d'effet fiscal parce qu'il y a une reprise des donations de moins de 15 ans. Donc au moment de la succession, la donation que j'aurais faite en 2018, on va considérer que finalement elle n'aura servi à rien parce que je n'aurai pas de nouveau droit à mon abattement de 100 000 euros supplémentaires au moment de la succession. Donc c'est ce que j'ai mis ici, reprise sur les droits de succession, c'est-à-dire qu'on va réintroduire finalement ces 100 000 euros que j'ai déjà transmis dans la succession au moment du décès. Par contre, donc on va réintroduire 20%, j'ai pris l'hypothèse, on était taxés à 20%, 20% des 100 000 de la valeur de la donation. Par contre, tous les sommes que j'ai encaissées, les 80 000 euros, comme ils font naître une créance de restitution, je vais avoir en fait 20% de 80 000 euros d'économie de droits de succession pour les enfants. Donc il y aura 20 000 euros en plus et 16 000 euros en moins. Et ce qui fait qu'au total, dans cette hypothèse-là, le coût pour sortir les 80 000 euros et pour transmettre les 166 000 euros à mes enfants, il aurait été de 28 000 euros.
avouez, c'est pas si cher que ça finalement, de sortir 80 000 euros et de transmettre 166 000 euros aux enfants qui ne coûtent que 28 000 euros de prélèvement fiscal, social et successoral. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que si le décès intervient plus de 15 ans après la donation, donc j'ai pris l'hypothèse en 2038, j'encaisse 160 000 euros cette fois-ci de revenus, 8 000 euros x 20, je paye toujours ma flat tax à 30%, donc je paye 48 000 euros de flat tax. Comme cette fois-ci ma donation a été faite plus de 15 ans auparavant, je n'ai pas de rattrapage au moment de la succession parce que j'ai de nouveau pour les enfants un abattement supplémentaire de 100 000 euros qui va se constituer. Et comme j'aurai encaissé 160 000 euros de revenus qui vont générer une créance de restitution à hauteur de 160, mes enfants auront en plus une économie supplémentaire de 20% au moment de la succession sur les 160, donc 32 000 euros. Et donc dans cette hypothèse-là, pour sortir 160 000 euros de revenus sur ma société et pour transmettre à mes enfants 166 000 euros, ça me coûte uniquement 16 000 euros au total de pression fiscale et sociale et droit de succession. Donc c'est extrêmement faible au total et donc c'est bien moins élevé que de sortir, d'avoir des impôts à 40 ou 50% et des taux d'imposition de droit de succession à 20%. Ça va sur les chiffres là? Oui. Les règles du jeu peuvent changer dans les 20 ans. Si, après, le délai de reprise sur les successions, il peut être modifié. La flat tax peut être modifiée éventuellement. Maintenant, les arrêts qui ont consacré le quasi-usufruit, ils sont à peu près assurés dans le sens où, encore une fois, c'était la Cour de cassation qui l'a publié, c'est le Conseil d'État également. Donc, une fois que ça a été arrêté, il y a peu de chances qu'on revienne dessus. Oui. Si, parce qu'en fait, là, j'ai pris en compte les 160 000 euros, ce sont uniquement les intérêts qui vont s'accumuler en plus après avoir fait la donation. Donc j'ai une valeur de part qui vaut 166, et tous les ans, j'encaisse 8 000 euros supplémentaires sur ma société holding parce que l'argent reste placé au niveau de la société holding. Donc je prends 160 000 euros de revenus supplémentaires en 20 ans, que je récupère moi à titre personnel pour mes besoins personnels, et les enfants ont quand même toujours les 166 sur la société holding de capital. Donc je transmets bien 166 aux enfants et moi j'ai encaissé 160 000 euros de revenus. Rapidement, parce qu'après Jocelyn va s'endormir. 2 points importants. On a consulté le professeur Ovas pour avoir des certitudes quant à la rédaction des statuts des SEL et des montages qui ont été mis en place. Et notamment, on a travaillé sur l'élargissement de l'objet social des CELARL par rapport à l'activité de gestion de patrimoine. Vous savez que le schéma actuel, il consiste à sortir de la CELARL à la fin en faisant une TUP, une fusion entre la SEL et la holding. Donc sur le papier, c'est bien, mais dans les faits, ça peut être un peu plus compliqué que ça, dès lors que l'objet social de la CELARL ne prévoit que l'activité de médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans le code civil qui dit que finalement, le jour où l'objet social est réalisé, le jour où la société est désinscrite du Conseil de l'Ordre, si son objet social ne prévoit que l'activité de médecin, ça entraîne automatiquement la dissolution de la société. Donc si on n'a pas prévu d'autre chose, ça va entraîner automatiquement la dissolution de la société. Et la dissolution de la société, ça peut poser problème parce qu'une fois qu'une société est dissoute, je ne peux plus faire de TUP. Je ne peux plus faire le régime de la TUP tel qu'on le prévoit entre une société CELARL et une société holding patrimoniale. Alors je peux malgré tout encore faire ce qu'on appelle une fusion, simplifiée ou ultra simplifiée, mais en fait la fusion va être plus onéreuse que la TUP. Elle est plus complexe à mettre en œuvre et elle génère plus de frais d'enregistrement que la TUP. Donc pour éviter ce problème-là, et pour d'autres raisons qu'on va voir après, on a interrogé le professeur Ovas pour savoir si on pouvait élargir l'objet social des CELARL à l'activité de gestion de patrimoine. Et la réponse est positive. Et notamment, elle s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation de 2013 qui a répondu par l'affirmative, qui a considéré que toutes les sociétés, même une société d'exercice libéral, avaient le droit d'avoir dans son objet social, en plus de l'activité de médecin, en l'occurrence c'était une activité de pharmacien, on va le voir, mais une activité de gestion de patrimoine. Dans le cas d'espèce, c'était
une celle de pharmacien qui avait pris des participations dans une société civile d'exploitation agricole, ce qui n'a strictement rien à voir. C'est pas du tout lié à l'activité de médecin. Et la société d'exploitation agricole, en plus, était déficitaire. Et donc, le calcul qui avait été fait à l'époque, c'était en fait d'imputer le déficit de la SCEA sur les bénéfices de la SEL. L'administration fiscale, évidemment, ne voulait pas que ça se fasse comme ça. La Cour de cassation a dit si, on a le droit. Une société d'exercice libéral a le droit, dans le cadre de la gestion de son patrimoine, de prendre une participation dans une SCEA. Donc ça veut dire qu'elle peut prendre des participations dans des SCI, par extension. Elle peut prendre des participations dans une société holding patrimoniale. Elle peut gérer son patrimoine, gérer sa trésorerie. C'est tout à fait légal. Et c'est intéressant pour nous parce que du coup, ça sécurise les opérations qui ont été mises en œuvre et ça va nous permettre de sécuriser à l'avenir les opérations de fusion, de TUP, et ça va nous permettre également de sécuriser, en cas de demande, les prises de participation de vos SEL dans des SCI, des sociétés holding patrimoniales. Non, il faut le faire en amont. Oui, 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 tout à fait. Donc on va le faire en amont et ça fait partie des choses qui sont prévues en 2018 avec Agathe Loubas et Sandra Carvalho. En fait, c'est de revoir l'ensemble des SEL, des objets sociaux de nos SEL, pour modifier, élargir l'objet social pour qu'en amont on puisse travailler dessus et sécuriser les opérations de sortie. Oui, tout à fait. On va pas le faire la veille. En fait, on modifie les statuts, une assemblée générale extraordinaire qui modifie les statuts et qui élargit l'objet social. Et donc on va tester auprès des différents conseils de l'ordre pour voir quelle sera leur réaction par rapport à ça aussi. Voilà. Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on fasse l'élargissement de l'objet social et la gestion de patrimoine? On a fait travailler le professeur Ovas sur la rédaction exacte de l'objet social. Donc ça fait un gros travail sur lequel on va se pencher courant 2018. Il nous semble plus facile de le faire passer en cours de route plutôt qu'au moment de la création de la SEL. Voilà, on va travailler sur ce sujet-là courant 2018. Mm, mm. C'est le risque. Non, pas forcément. On partirait sur le SEL, sur le modèle habituel, on va dire, et après on élargirait. Autre chose sur laquelle on a fait travailler le professeur Ovas, c'est l'aménagement des règles de répartition des bénéfices, ces fameuses golden shares quelque part. Plus précisément, ce sont les créations de parts sociales à droit préférentiel à dividende. Pour les SEL de médecins, vous le savez certainement, on a le droit d'ouvrir le capital de la SEL à hauteur de 25%. Ça concerne les médecins. Donc les dentistes ne sont pas dans cette configuration-là, les pharmaciens non plus par exemple, mais les médecins ont le droit d'ouvrir le capital de la SEL à 25% à une tierce personne. Ça veut dire qu'on a le droit de faire entrer une société holding à 25% dans le capital d'une SEL. En théorie, donc si la holding détient 25% du capital, elle a droit à 25% des dividendes. Ça c'est la théorie, mais dans les faits, à défaut, on peut aussi prévoir autre chose. Et le Code civil autorise en fait toutes les sociétés à stipuler des clauses de répartition inégales des bénéfices. Ça veut dire que même si je détiens 25% du capital social, ma société holding a le droit de récupérer 90% des bénéfices. Il suffit de le préciser dans les statuts. Et ça pourrait être intéressant parce qu'en fait, ça permettrait de faire remonter beaucoup plus de dividendes dans la société holding que simplement 25% de ce que l'on pourrait distribuer. Et ça a pour effet en fait de vider la SEL de sa substance pour faire remonter un maximum de bénéfices dans la holding. Et une fois que les bénéfices sont dans la holding, pour faire simple, à la fin, on n'a plus besoin de faire de TUP. Parce que si la SEL ne vaut plus rien, je peux la liquider, il n'y a plus rien à l'intérieur. Je revends un peu de matériel et éventuellement de la patientèle si j'ai la chance. Pas pour toutes les professions, pour les médecins, oui, tout à fait. À faire remonter, oui, tout à fait. Mais dans le cas des médecins, du coup, on n'a plus besoin de faire de TUP à la sortie. Si on a fait remonter tous les bénéfices au fur et à mesure de la SEL à la holding, tout est dans la holding. Et comme ça a été une distribution de bénéfices et non pas une écriture de compte courant d'associé, la SEL n'a plus de valeur en bas. Et donc, j'ai plus besoin de faire la TUP. Et donc ça, c'est intéressant, notamment pour celles et ceux qui aujourd'hui sont les plus jeunes, qui démarrent. Est-ce que la TUP dans 40 ans sera toujours d'actualité? Je ne sais pas. Je ne peux pas parier dessus. Et donc, j'ai là une solution qui me permet de sécuriser le schéma, même pour celles et ceux qui sont qui sont encore jeunes aujourd'hui, qui démarrent dans la profession. Voilà. Et donc là aussi, on a sécurisé cette opération par le professeur Ovas. On a ce qu'on appelle une clause anti-abus qui a été introduite par la loi de finances rectificative pour 2015, qui concerne les distributions justement de dividendes entre une société fille et la société mère. Et on a validé le fait que l'on pouvait faire remonter sans limite finalement
les 80-90% de dividendes au niveau de la SEL, au niveau de la holding. La seule limite, en fait, c'est la prohibition de ce qu'on appelle les clauses léonines de l'article 1844.1 alinéa 2 du Code civil qui prévoit qu'en fait, un associé qui détiendrait, par exemple, 90% du capital, ou pardon, 25% du capital, n'a pas le droit de récupérer 100% des bénéfices. On ne peut pas exclure totalement un associé de la distribution de bénéfices. Mais le professeur Ovas nous dit que ça peut être 90-10, même si j'ai 10% du capital, je peux avoir 90% des bénéfices. On n'est pas sous le coup des clauses léonines. Voilà. Donc ça va permettre de sortir du cash au fur et à mesure du bilan d'une selle de médecin et le remonter dans une société holding sans besoin de tube à la sortie, comme je vous le disais. Voilà, j'ai terminé pour tout ça.